Bien, pour ceux qui avaient suivi les années précédentes, nous retrouvons pour ces deux derniers cours l'amphibudé, qui est peut-être un peu moins confortable que le grand amphi, mais qui aussi permet une plus grande proximité entre ceux qui écoutent et celui qui parle. Donc, rien n'est parfait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu l'ordre de ce qui avait été annoncé, dans la mesure où je vais présenter ce qui était l'objet normalement de la dernière séance du séminaire. Cela m'a semblé lié à la fois à des circonstances pour mon propre travail, mais aussi lié au fait que, comme la semaine dernière, j'avais évoqué pour ce thème de l'appropriation de l'histoire par la fiction dramatique, une comédia de Lope de Vega, Puente Ovejuna. Je pensais qu'il y avait une plus grande logique à continuer aujourd'hui avec un exercice qui se rapproche plus encore du thème du séminaire, c'est-à-dire histoire croisée, en ayant la même question, c'est-à-dire comment une fiction théâtrale peut s'emparer de l'histoire entendue à la fois comme des événements qui sont advenus et l'histoire entendue comme le récit de ces événements dans des chroniques ou dans des livres d'histoire qui servent donc de source aux dramaturges ou aux poètes, en menant une étude parallèle, comparée, entrecroisée, pour les mêmes faits historiques, c'est-à-dire les éléments essentiels du règne de roi Henri VIII en Angleterre, et en particulier l'annulation de son mariage, le mariage avec Anne Boleyn et le basculement de l'Angleterre du côté de la Réforme, en rompant tous les liens avec Rome, comment ces événements historiques avaient été mis sur les scènes, à la fois par une pièce anglaise, qui appartient à la catégorie des Histories, pièce de Shakespeare, Henri VIII, peu jouée, mais importante, sans doute une des dernières pièces de Shakespeare dans la trilogie Henri VIII, Les deux nobles cousins et Le Cardenio perdu qui nous a occupés il y a quelques années, écrite entre 1612 et 1613, et d'autre part une comédia espagnole, la Comédia de Calderón de la Barca, qui a pour titre Le schisme d'Angleterre, La cisma de Inglaterra. Et là, qui est au contraire une pièce d'un auteur encore jeune, puisque, je vais y revenir, mais si on admet la date de 1627, c'est le début de la carrière de dramaturge de Calderón. Et donc, il y a là un croisement avec la possibilité pour vous d'avoir deux traductions possibles du texte Henri VIII de Shakespeare, avec en face un texte anglais, à la fois dans la collection bouquins de Robert Laffont et dans l'édition plus récente de la Pléiade, dans le volume 2 des histoires. Dans les deux cas, il y a le texte anglais et en regard une traduction. Et dans le cas de la pièce de Calderón, qui est évidemment moins connue que celle de Shakespeare, une édition de poche en espagnol, La cisma de Inglaterra, dans les Clásicos Castalia, et une traduction très récemment parue aux éditions théâtrales Maison Antoine Vitesse. Et c'est un livre dont on peut, en fait, qui n'est pas forcément facile à trouver en librairie, mais qui est accessible par Amazon, par exemple. Alors, le point de départ, c'est la situation inversée de ces deux pièces, Henri VIII et le schisme d'Angleterre, dans le sens suivant. C'est-à-dire que dans un cas, celui de Henri VIII de Shakespeare, on a une date sûre, mais une discussion quant à l'attribution du texte, alors que dans le cas de la pièce de Calderón, on a une attribution sûre à un auteur et en même temps une discussion sur la date de la pièce. Je commence donc avec le Henri VIII, dont la première édition apparaît en 1623 dans le folio des œuvres de Shakespeare, les Comedies, Histories and Tragedies, qui rassemblait 36 des pièces écrites par Shakespeare quelques années après sa mort, en 1616, et qui donnait pour la première fois un canon shakespearien incluant des pièces considérées comme
ses propres écrits, excluant d'autres pièces qui avaient été rejetées pour des raisons diverses par les deux éditeurs, qui étaient d'anciens compagnons de la troupe théâtrale de Shakespeare, Hemmings et Condell, et divisées, comme vous le savez, en 3 rubriques, les comédies, les histoires et les tragédies. Et la dernière des 10 histoires présentes dans le folio est, comme le dit le titre de la pièce, l'histoire fameuse de la vie du roi Henri VIII, The Famous History of the Life of King Henry VIII. On connaît la date précise de la représentation de cette pièce, donc à peu près de son écriture, et elle est connue du fait d'un événement qui a été l'incendie du théâtre où Shakespeare donnait les représentations publiques, c'est-à-dire le théâtre du Globe, et qui, le 29 juin 1613, a brûlé. Et il y a là, sur cet incendie, plusieurs documents, plusieurs lettres, en particulier 2, l'une de Sir Henry Wotton du 2 juillet 1613, une autre de Henry Bluett du 4 juillet 1613, et toutes les deux font référence non seulement à cet incendie, mais aussi à ce qu'était la dernière pièce qui avait été jouée, et la pièce pendant laquelle l'incendie s'est déclaré. La lettre de Sir Henry Wotton, donc du 2 juillet 1613, quelques jours après l'incendie, indique, je traduis librement, les King's Players, c'est-à-dire la compagnie du roi, avaient une nouvelle play, a new play, called All is True, tout est vrai, qui représente quelques moments essentiels, some principal pieces du règne d'Henri VIII, et qui avait été monté avec d'extraordinaires circonstances d'une pompe majestueuse. Many extraordinary circumstances of pomp and majesty. Décrivant cela, et avec d'ailleurs, dans cette lettre de Sir Henry Wotton, à la fin, une sorte de distance prise par rapport aux pièces historiques, par rapport aux rituels politiques, puisqu'il ajoutait que ces circumstances of pomp and majesty, majestueuse pompe, étaient suffisantes dans leur vérité pour rendre la grandeur, greatness, très familière, si ce n'est ridicule. Et donc, l'idée dans cette lettre d'un aristocrate que représenter la grandeur royale sur une scène, avec toute la pompe nécessaire, était aussi la possibilité de tuer son mystère, de démythifier le mystère sacré de la royauté. De là, cette allusion to make greatness very familiar, if not ridiculous. Donc, après, la lettre est décrit le moment où l'incendie s'est déclaré, c'est-à-dire dans un des moments de la pièce, qui est un masque donné par le cardinal Wolsey. Le roi entre déguisé en chasseur avec toute sa troupe, et à ce moment-là, un flambeau aurait incendié le théâtre, en particulier le toit de chaume, l'architecture de bois, et détruit à la fois le théâtre et les costumes, avec le fait que personne n'y aura été blessé, seulement un homme dont les choses sont pris feu et qui a été éteint par un pot de bière, une sorte d'anecdote comme ça, amusante. Dans la lettre de Henry Bluett, on sait en plus que la pièce aurait été jouée seulement 2 ou 3 fois avant le moment où, le 29 juin 1613, l'incendie s'est déclaré. Et ici, d'ailleurs, l'incendie est attribué à une autre cause, non pas un flambeau lors de ce masque, mais une flamèche qui était sortie d'un canon lors d'une de ces cérémonies rituelles qui marquent la pièce de Henri VIII, avec 3 processions successives sur la scène. Reste qu'on a donc une date sûre, qui est le début de l'année 1613. Donc on peut travailler sur le contexte de cet Henri VIII de Shakespeare, gardons pour le moment cette expression, au début de 1613. Un des premiers contextes, pour ceux qui avaient suivi les premiers cours sur Cardenio, savent que
ce contexte-là est donné à la cour par le mariage de la fille du roi, la fille de Jacques Ier, qui s'appelle Élisabeth, avec le prince palatin du Rhin, l'un des 7 électeurs pour l'Empire et d'ailleurs un des plus profondément calvinistes. Et cette pièce, du coup, s'insérait dans ce moment particulier de la cour d'Angleterre où, en novembre 1612, était mort le fils du roi, qui était lui aussi un défenseur d'une sorte de croisade protestante en Europe. Et le moment où Élisabeth va épouser le prince palatin du Rhin, le prince du Palatinat, qui est le jour de la Saint-Valentin en février de 1613. Donc la pièce fait partie de ce moment, de cette actualité de la cour qui est marquée par ce mariage. Et donc du coup la pièce, elle aussi, est habitée par un mariage qui est celui entre Henri VIII et Anne Boleyn, avec le fait que cette union va permettre la naissance d'Élisabeth Ier, et qui est donc un jeu de rapport entre le nom de la reine vierge, sur laquelle je reviendrai, et d'autre part le nom de la fille de Jacques Ier en 1613, qui épouse le prince du Palatinat. Du coup, dans cette contextualisation, on peut revenir sur certaines des pompes majestueuses qu'évoque le texte de la lettre de Sir Henry Wotton. La première est la procession du couronnement d'Anne Boleyn, qui se trouve la première scène de l'acte 4. À la différence d'autres pièces shakespeariennes, cette pièce tardive, dans le folio, est divisée en actes et en scènes. Et la plupart des éditions modernes suivent cette division des actes et scènes telle qu'on la rencontre pour cette pièce. Alors, ce Royal Train, cette pompe royale qui est la procession du couronnement, est à la fois montré par le cortège qui est sur la scène, ce qui est très exigeant du point de vue évidemment des mises en scène, ce qui explique peut-être pourquoi la pièce n'a pas été reprise aussi souvent dans l'époque contemporaine. Et d'autre part, elle est racontée, commentée comme par un chœur qui est formé par 3 gentilshommes, et ces 3 gentilshommes évoquent le contexte de ce couronnement d'Anne Boleyn, et qui est le cœur même de l'intrigue, y compris de l'intrigue de ce cours, puisque pour que le mariage puisse avoir lieu entre le roi Henri VIII et Anne Boleyn, il faut que le précédent mariage du roi avec Catherine d'Aragon ait été annulé. Et dans le commentaire des gentilshommes, allusion est faite à cette annulation. Je cite, « L'archevêque de Canterbury, accompagné d'autres savants et révérends pères de même rang, a récemment siégé à Dunstable, à 2 lieues et demie d'Amshill, où logeait la princesse. Elle fut souvent convoquée par eux, mais ne se montra pas. Bref, pour non-comparution et vu les récents remords du roi, Scruple, à l'unanimité de ses savants esprits, son divorce fut prononcé et le mariage antérieur annulé, après quoi elle fut transférée à Kimbolton, où elle demeure à présent malade. » Ici, en quelques phrases, une allusion à ce que les spectateurs de 1613 connaissaient, c'est-à-dire la volonté de Henri VIII de faire annuler ce précédent mariage avec Catherine d'Aragon, la résistance de cette reine qui refuse de comparaître devant les cours ou les autorités ecclésiastiques qui, après le refus de Rome d'annuler le mariage, ont été nommés par le roi pour le traiter à l'intérieur même d'une nouvelle de l'Angleterre. Et donc ici, l'annulation a été prononcée par l'archevêque de Canterbury, Cranmer, et cette scène ici est donc en 1533. Le couronnement d'Anne Boleyn étant du 1er juin 1533. Donc la reine
avait été d'ailleurs, Catherine, renvoyée de la cour en 1531. Elle était, comme le dit le texte, à Dunstable, dans un château depuis 1533. Et après le divorce qui a été prononcé par ces autorités de l'Église d'Angleterre, menées par l'archevêque de Canterbury, elle va séjourner dans le château de Kimbolton. Et donc, du coup, l'annulation de ce premier mariage permet que le mariage de Henri VIII, l'un de ses nombreux mariages, mais c'est le second, avec Anne Boleyn. Et le contexte est d'emblée posé dans la pièce de Shakespeare sur les raisons de cette demande et finalement obtention d'annulation du premier mariage et le remariage ou le second mariage avec Anne Boleyn. La tension est au cœur de la pièce et crée le personnage d'Henri VIII comme un personnage contradictoire ou déchiré, parce que d'un côté, un terme qui revient extrêmement fréquemment, c'est la conscience du roi, c'est-à-dire le scruple, le doute qu'il a sur l'aspect légitime de son premier mariage avec Catherine d'Aragon. Pourquoi ? Parce que Catherine d'Aragon avait épousé en premières noces son propre frère, Arthur. Le mariage n'ayant pas été, semble-t-il, consommé, le roi a épousé, après son frère, la même femme, Catherine d'Aragon. Et du coup, le scrupule ou la tourment de la conscience apparaît, puisque dans certaines lectures, par exemple du Lévitique, il est condamné par la religion chrétienne de ce type de mariage, d'épouser la femme du frère mort. Et donc le scrupule provient de cela, et pour Henri, dans cette dimension-là, c'est-à-dire une dimension du doute, de l'inquiétude, du scrupule, cette dimension serait la cause de ce qui pour lui sont les malheurs de l'Angleterre, c'est-à-dire le fait que Catherine n'a pas pu lui donner d'héritier mâle, et que donc il n'a seulement une fille, Marie, et d'autre part donc une succession qui reste, ce qui est la hantise évidemment de tous les princes, sans détenteur légitime d'un droit de succession. Un peu avant cette scène du couronnement d'Anne Boleyn, il exprime ainsi cet aspect de doute, de scrupule, d'inquiétude quant à la légitimité religieuse de son mariage avec Catherine. La première fois que ma conscience, et vous verrez que le mot revient, la première fois que ma conscience devint sensible à la piqûre du remords, scruple, c'est à certains propos de l'évêque de Bayonne, ambassadeur de France. Il nous avait été envoyé pour traiter d'un mariage entre le duc d'Orléans et notre fille Marie, c'est-à-dire la fille de Catherine et de lui. Au cours de ces discussions, avant toute décision finale, il souhaita, je parle de l'évêque, une pause pendant laquelle alterner le roi son seigneur, alerter le roi son seigneur quant à la légitimité de notre fille. Donc l'ambassadeur de France a dit au roi de France qu'il y a un doute sur le fait que Marie soit une fille légitime si le mariage ne l'est pas. Vu notre mariage avec la douairière, c'est-à-dire avec la reine Catherine, qui fut épouse de notre frère. Cette pause secoura le giron de ma conscience, me pénétra, oui, comme embroché, et m'ébranla la poitrine d'une si violente trouée qu'une foule de pensées déroutées entrèrent de force à cette mise en garde. D'abord, je me crus banni des sourires du ciel, lui qui avait ordonné à la nature que la matrice de madame, à chaque enfant mâle conçu de moi, ne lui offre d'autres rites de vie que ceux de la tombe pour les morts, c'est-à-dire les nombreux enfants morts-nés, mâles, de Catherine. Car ces enfants mâles, ou bien moururent là même où ils avaient été conçus, avant la naissance, ou bien peu après leur venue au monde. Et j'y vis bientôt mon châtiment. Mon royaume, digne pourtant du meilleur héritier, ne connaîtrait pas ce bonheur grâce à moi. Après quoi je pesais le danger auquel ce défaut de postérité exposait mes royaumes, et j'en criais 1000 douleurs. Et moi qui dérivais au large sur l'océan de ma conscience,
encore. Je mis alors le cap sur ce remède qui nous réunit ici aujourd'hui. Oui, j'entendais rétablir ma conscience, que je sentais fort malade à l'époque et qui souffre encore en consultant tous les révérends pères de ce pays et savants docteurs. Donc on voit ici dans cette manière de présenter avec cette répétition quasiment comme un leitmotiv des doutes de la conscience du roi, cette justification par un souci finalement théologique. Et en même temps que plus discrètement, mais néanmoins présent dans le texte, la conscience du roi peut être aussi pensée comme en fait étant le paravent ou le masque, le vêtement de quelque chose de différent, qui est la passion qu'il a conçue et le désir charnel qu'il a conçu pour Anne Boleyn. Ce thème, qui on le retrouvera chez Calderon, devient fondamental. Ici est marqué, plus discrètement, mais marqué, lorsque, par exemple, dans un dialogue entre le chambellan et un noble, qui est Suffolk, le chambellan dit « J'ai laissé le roi tout seul, plein de soucis et de sombres pensées. Sad thoughts and troubles. » Quelle en est la cause, dit Norfolk, le chambellan. Apparemment, son mariage avec l'épouse de son frère étreint sa conscience. Et l'autre noble, Suffolk, dit non, c'est sa conscience qui étreint une autre dame. He crept too near another lady. C'est-à-dire, en fait, ici, il y a une de ces ambivalences, instabilités dans les textes shakespeariens, et peut-être être aussi dans les sources qu'il utilise, c'est-à-dire les chroniques de Holinshed, dans la seconde édition de 1587, la tension entre la vérité du trouble de conscience exprimé à travers cette référence théologique et de l'autre côté ce désir pour Anne Boleyn qui n'accepte de le satisfaire qu'à condition de devenir épouse du roi. Donc on a là un élément qui met en rapport évidemment un mariage avec un autre, et surtout qui, dans une autre rhétorique, vous avez vu ici qu'il y avait à un moment donné dans le texte du roi, c'est un point qu'a souligné Stephen Greenblatt dans un commentaire de la pièce, la présence multiple des métaphores maritimes, océanes, des métaphores liées aux navires qui peuvent s'échouer ou qui peuvent être menés à bon port. La pièce est rythmée par ce jeu-là de références, d'images et de métaphores marines. L'autre élément, c'est le fait que ce mariage de Anne Boleyn et de Henri VIII est plusieurs fois commenté dans une sorte d'une autre rhétorique, qui est une rhétorique de l'excitation de la foule, de l'élan sexuel, de la fécondation, comme s'il y avait là aussi projeté par rapport à la situation de 1613, la nouvelle union entre le prince du Palatinat et Élisabeth d'Angleterre, quelque chose qui était d'attente d'héritier. On le voit comment, lors d'une deuxième grande pompe, la première pompe étant donc cette cérémonie du couronnement d'Anne Boleyn, le roi l'ayant épousée d'abord secrètement, puis ensuite publiquement en 1532 et 1533, l'achèvement de cette série d'épousailles est évidemment le couronnement de la reine. L'autre grande pompe, c'est le baptême de leur fille, Élisabeth Ier, le baptême qui est du mois de septembre 1533. Et ici, le commentaire est fait non pas par des nobles, comme dans le cas du couronnement, mais est donné par le portier qui est chargé de contenir la foule qui veut s'approcher de la cérémonie du baptême. Et dans cette description du portier, on voit ces images d'ailleurs assez crues et assez fortes qui renvoient à une idée que ce mariage se déchaîne, un élan en quelque sorte de licence sexuelle et donc du coup aussi de promesse
de naissance. Le portier, ce que je veux que vous fassiez, dit-il à son assistant, assommer à la douzaine ceux qui se pressent et qui bousculent pour assister à la cérémonie. On est ici à Moorfield sur un champ de manœuvre. Ou bien un étrange indien aux gros outils est-il arrivé à la cour que toutes les femmes nous assiègent comme cela? Bonté divine, quel frein de fornication grouille à la porte? Foi de chrétien, sur ma conscience, ce seul baptême va en engendrer 1000. On aura ici le père, le parrain et tous les membres réunis. Et donc, du coup, toute cette référence de cette idée que le royaume est en quelque sorte entièrement fécondé dans sa population tout entière par cette union royale qui a donné lieu à la naissance d'une héritière Élisabeth. Ça, c'est le premier contexte, c'est-à-dire le rapport entre le sujet principal de la pièce, le mariage avec Anne Boleyn et la naissance d'Élisabeth, et puis la circonstance de février 1613, c'est-à-dire le mariage d'Élisabeth avec le prince palatin. Il y a un deuxième contexte qui est celui de l'exaltation de la monarchie, celle de Jacques Ier, qui est le roi régnant, et qui est identifié à une monarchie idéale, providentielle, qui ouvre un nouvel âge d'or du royaume. C'est pourquoi la pièce participe de ce que les historiens appellent le mythe Tudor, le fait que à partir de la victoire de Richmond sur Richard III, mis aussi en scène en 1485, mis en scène par Shakespeare dans son Richard III, une nouvelle dynastie s'est établie, puisque Richmond est un Tudor, et que cette dynastie est celle du père d'Henri VIII, Henri VII, et de Henri VIII lui-même. Et la louange de cette monarchie se fait par une projection sur le présent de ce qui, dans la pièce, est présenté après à la fin de la scène du baptême d'Élisabeth comme une prophétie. Et on peut dire une double prophétie. Une prophétie sur le règne de cette toute petite fille, à peine née, mais qui deviendra la reine Élisabeth, et une prophétie au présent sur le règne de Jacques Ier dans un jeu de miroir. Dans les deux cas, dans le cas de cette prophétie double, elle est donnée à l'archevêque de Canterbury, Cranmer, qui a été celui qui a exécuté les volontés d'Henri VIII pour annuler le mariage avec Catherine, malgré l'avis du pape et de l'Église, et d'autre part pour reconnaître le mariage secret puis public du roi avec Anne Boleyn. Alors cette prophétie d'un des protégés de Henri VIII joue sur un double registre, c'est-à-dire à la fois sur un registre cosmologique, les princes comparés à des astres, et sur un registre biblique, c'est-à-dire des références vétérotestamentaires. Je donne la première partie de cette prophétie, c'est-à-dire qui annonce ce que va être le règne d'Élisabeth. « Laissez-moi parler, sire, qu'à leur ciel à présent me l'ordonne. Et dans les mots que je prononce, que nul ne voit flatterie, car on découvrira que c'est la vérité. Cette royale enfant, c'est-à-dire Élisabeth, juste baptisée, puisse le ciel toujours graviter autour d'elle, bien qu'au berceau promet déjà à ce pays 1001 bénédictions que le temps fera éclore. » Donc ici, la reine comme un astre fixe autour duquel tourne l'ensemble des autres planètes ou étoiles. Elle sera, mais bien peu d'entre nous contempleront cette perfection, un modèle pour tous les princes de son temps et tous ses successeurs. La reine de Saba ne fut pas plus avide de sagesse et de belles vertus que le sera cette âme pure. Toutes les grâces princières qui ont servi à façonner un tel chef-d'œuvre, avec toutes les vertus dont le bien s'accompagne, seront doublées en elle. Nourrie de vérité, toujours inspirée de saintes et célestes pensées, elle sera aimée et crainte. Son peuple la bénira. Ses ennemis trembleront comme le champ de blé battu et tristement baisseront la tête. Le bien pousse avec elle pendant son règne. Chacun mangera en sécurité sous sa vigne ce qu'il aura planté et chantera à tous ses voisins les joyeux chants de paix. Dieu sera connu selon sa vérité.
et ses proches apprendront d'elle les voies parfaites de l'honneur qui seront leurs titres de noblesse au lieu du sang. Donc à la métaphore cosmologique d'une reine qui est une étoile fixe du ciel, autour duquel gravitent toutes les autres planètes, est ajoutée la double référence biblique. La reine de Saba, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 10, verset 1, lorsque la reine de Saba rend visite à Salomon pour qu'il lui communique sa sagesse. Et d'autre part, cette allusion à la vigne sous laquelle chacun sera protégé durant son règne, c'est une allusion aussi au premier livre des rois, le chapitre 5, verset 5, lorsqu'il est dit « Juda et Israël demeurèrent en sécurité, chacun sous sa vigne ». Donc la mobilisation d'un répertoire qui est familier évidemment aux réformateurs, et en particulier à Cranmer, qui a été accusé un peu plus haut dans la pièce par d'autres membres du Conseil du roi d'être un homme qui diffuse de nouvelles opinions hérétiques, c'est-à-dire d'être un calviniste. Ce double registre entraîne l'idée du dessein d'un souverain ou d'une souveraine idéale, comme il est dit dans le texte, avec wisdom, virtue, truth, holy thoughts. Et le terme qui fait allusion peut-être au titre de la pièce ou du moins tel qu'elle était connue, all is true, est cette insistance mise sur la vérité. La vérité est attribuée à la prophétie de Cranmer. La vérité est attribuée à la vertu de la reine et surtout, God shall be truly known, c'est-à-dire la vérité du christianisme va être portée par Élisabeth, et évidemment une Élisabeth qui, comme tout le monde le sait, Élisabeth Ier, une protestante engagée et militante. Donc, il y a cette prophétie qui est en fait annonçant un règne qui va advenir, mais qui pour les spectateurs de 1613 est déjà advenu. Et donc c'est une prophétie rétrospective pour eux, et qui est aussi une manière de construire à l'intérieur du mythe Tudor la figure de la reine idéale qui a été Élisabeth. Et en 1613, cette prophétie est portée sur le roi régnant, qui a succédé à Élisabeth, même en n'étant pas son fils, puisque, comme vous le savez, elle n'a pas eu d'enfant, la reine vierge. Cette prophétie reprend sur le roi régnant le même répertoire d'images, à la fois cosmologique et biblique. Mais comme, lorsque meurt l'oiseau des merveilles, le phénix virginal, ses cendres donnent un autre héritier, tout aussi admirable, elle, de même, quand le ciel la rappellera de ce nuage de ténèbres, laissera sa sainteté à un roi, le roi régnant, et peut-être d'ailleurs qui assiste à la représentation de la pièce, qui, des cendres sacrées de sa gloire de reine, s'élèvera, telle une étoile, aussi illustre qu'elle l'était, pour se fixer au firmament. Et on voit la même image de l'étoile fixe, autour de laquelle tournent les autres planètes, qui étaient celles attribuée à Élisabeth et qui est celle attribuée à Jacques Ier. Paix, abondance, amour, vérité, terreur pour les ennemis. Tous les anciens serviteurs de cet enfant élu seront alors les siens, et telle une vigne, s'attacheront à lui. Partout où l'éclatant soleil du ciel luira, sa gloire et la grandeur de son nom brilleront et créeront de nouvelles nations. Il sera florissant et tel un cèdre des montagnes, étendra ses branches sur toutes les plaines alentours. Les enfants de nos enfants verront cela et béniront le ciel. On voit donc ici la reprise de l'image cosmologique du roi fixe, étoile fixe, et d'autre part la double référence biblique, celle à la vigne, qui renvoie aussi à le même passage de Juda et Israël protégés par la vigne, et ajouter ici une autre image qui est aussi dans le premier livre des rois, c'est-à-dire celle du cèdre qui protège ou s'étend avec ses branches. Et la même transmission d'une forme de sainteté par ce phénix virginal, avec l'insistance sur the maiden phoenix. Il s'agit donc ici
dans la pièce de Shakespeare, de rétablir une continuité monarchique, puisqu'il s'agit d'effacer, dans ce rapport direct entre le mariage entre Anne Boleyn et Henri VIII et la naissance de leur fille Élisabeth avec son règne d'âge d'or, d'effacer l'histoire. Ces pièces historiques ont aussi pour mission non pas de représenter l'histoire, mais d'effacer l'histoire, d'ignorer l'histoire. Et cette histoire, dans ce cas-là, c'est à la fois l'exécution d'Anne Boleyn, on y reviendra, accusée d'adultère et d'inceste sur l'ordre du roi, et c'est d'effacer ce qui a suivi, c'est-à-dire après le règne d'Édouard VI, qui était le fils d'une autre femme plus tardive du roi Jane Seymour, c'est d'effacer le règne catholique qui va être central dans la pièce de Calderón de la Barca, c'est-à-dire le règne de Marie, la fille de Catherine d'Aragon. Donc on voit que dans l'appropriation de l'histoire, l'effacement, l'élision, l'oubli sont au moins aussi importants, que la mise en scène, la représentation et la mythification. Et d'autre part, ce qui est très frappant dans la prophétie de Cranmer, mais dans la pièce tout entière, c'est que la très faible présence de références précises à ce qui, pour nous, pour les historiens d'aujourd'hui, fait l'essentiel du règne de Henri VIII, c'est-à-dire que la rupture avec Rome, l'établissement du roi d'Angleterre dans l'acte de suprématie de 1534 comme le chef de l'Église anglaise, et donc du coup toutes les conséquences qui en suivent, c'est-à-dire le refus de reconnaître l'autorité pontificale, le pouvoir du roi de nommer les évêques, la suppression des monastères, la confiscation pour le roi de l'impôt levé sur les églises. Cette partie absolument essentielle qui se cristallise comme conséquence du refus de Rome d'annuler le mariage avec Catherine et qui devient en 1534, c'est-à-dire peu de temps après le baptême d'Élisabeth, l'acte qui résume tous ces actes qui ont marqué les ruptures avec Rome, c'est-à-dire l'acte de suprématie qui fait du roi le chef de l'Église d'Angleterre. Les allusions sont extrêmement limitées, voire même absentes à cela. Et là, c'est-à-dire l'absence de tous ces édits que j'évoquais, j'oubliais ceux qui interdisaient aux clercs d'Angleterre de faire appel au pape dans un jugement. Tous ces édits qui se sont déployés pendant les années 1532-1534. Le premier, qui s'appelle Act in Restraint of Appeals, empêche donc l'appel à Rome sur des matières ecclésiastiques. L'Act of the First Fruits and Tea, c'est l'acte qui fait attribuer les impôts sur le clergé au roi et non pas à Rome. Et l'acte de suprématie de 1534, c'est celui qui valide la nomination des évêques par le roi, à commencer par celle de Cranmer, qui avait été nommé comme archevêque de Canterbury. Et la raison de cet oubli, qui est aussi liée à une autre absence dans la pièce, c'est le fait que le 11 juillet 1533, donc presque un mois après le couronnement d'Anne et donc la reconnaissance de la légitimité de l'union avec le roi, le pape avait excommunié le roi et Anne, mais surtout important était l'excommunication d'Henri VIII. Donc ça, c'est dans le silence, mais pourquoi sans doute parce que le contexte plus court de 1613 est marqué par la politique de Jacques Ier, qui, à l'inverse de son fils, qui était, comme je l'ai dit, mort en novembre de 1612 et qui était un champion de la réforme protestante, une sorte de croisade anticatholique à l'échelle européenne, dans un modèle de chevalerie réapproprié par
la Réforme. Le roi Jacques Ier, lui, en 1613, est plus sensible à une sorte de possible conciliation, qui est à la fois une conciliation intérieure, pour éviter les déchirements ou les alternances qui ont marqué le règne après la mort d'Élisabeth, le règne d'Édouard VI protestant, le règne de Marie très catholique et le règne d'Élisabeth stabilisant l'Église d'Angleterre dans sa dimension réformée. Donc une volonté de conciliation ou réconciliation à l'intérieur, évidemment, de ce qui a été défini par Henri VIII, entre les confessions, et d'autre part une volonté de conciliation ou de réconciliation avec l'Espagne. Ça expliquerait sans doute pourquoi il n'y a pas d'emphase mise sur les gestes les plus radicaux de rupture avec le catholicisme, tel que la politique d'Henri VIII les a manifestés. Et j'expliquerai aussi ce qui, dans la pièce, a pu attirer les metteurs en scène, c'est-à-dire le rôle de Catherine d'Aragon, qui est extrêmement long et qui est traité, bien qu'elle soit à la fois espagnole, donc l'ennemi juré de l'Angleterre, et qu'elle soit liée au pape, et qu'elle soit la tante de Charles Quint, de Philippe II, pardon, il y a là une image de la reine victime, vertueuse, innocente, en quelque sorte broyée par le destin, et dans ce malheur une sorte de grandeur. Et le règne, la représentation par Shakespeare de la reine Catherine est une représentation qui, évidemment, en dehors de son ressort dramatique, qui est montré qu'une victime qui est à la fois ferme pour refuser les accusations lancées contre elle, ou pour refuser, par exemple, toute discussion sur la nullité possible de son mariage, est en même temps digne de pitié, digne de compassion et en même temps d'estime. Donc, on est devant un contexte assez complexe pour cette représentation de 1613, comme vous le voyez, à la fois un jeu d'écho entre deux mariages, une possibilité de louer le roi régnant à partir d'une projection, une application de ce qui est la louange d'Élisabeth Ier, et puis aussi ce contexte plus étroitement politique qui est une volonté de ménager une possible réconciliation à l'intérieur du royaume, donc sans insister sur les aspects les plus abrupts de la réforme d'Henri VIII, et d'autre part avec l'Espagne, donc en traitant le personnage de Catherine d'Aragon avec cette grandeur que je viens d'évoquer. Alors donc, la date est sûre. Le problème, c'est celui de l'auteur. J'ai parlé du Henri VIII de Shakespeare. La question ne s'est pas posée en 1623. Lorsque la pièce a été publiée dans le Folio, elle est donc authentiquement shakespearienne. Dans le catalogue, elle est présentée comme dans The Life of King Henry VIII. Et puis, comme je le disais, le titre de la pièce dans le corps même du Folio, c'est The Famous History of the Life of King Henry VIII. Division en scène, division en actes, avec un prologue et un épilogue qui sont sans doute peu shakespeariens, et une minutie dans les indications scéniques, en particulier pour les trois processions que l'on voit dans la pièce. J'ai évoqué la dernière, le baptême d'Élisabeth. J'ai évoqué la seconde, le couronnement qui reconnaît le mariage de Anne Boleyn. Et il y a une première procession lors d'une séance organisée par le roi au Blackfriars, où la pièce a d'ailleurs peut-être elle-même été donnée, pour juger de la légitimité ou non du mariage. Et c'est dans cette scène que Catherine d'Aragon refuse toute discussion et dit qu'elle va en appeler à l'autorité du pape. Donc une pièce qui, en 1623, paraît canonique.
elle est shakespearienne. Le doute s'est introduit à partir du milieu du XIXe siècle, lorsqu'il a été introduit par le poète Alfred Tennyson dans une conversation, une correspondance avec James Padding, et qui était le fait que des passages de la pièce ne sonnent pas shakespeariens, à partir, à l'époque, de reconnaissance de traits stylistiques, comme par exemple les formes d'élision de them en apostrophe em, ou bien comme l'utilisation de you ou ye, et on sait qu'une préférence shakespearienne pour you, ou encore des traits qui étaient poétiques, par exemple les terminaisons qu'on appelle terminaisons féminines dans les vers anglais de 11 syllabes. La terminaison finale peut être un seul mot non accentué, et c'est ce qui fait femal endings. Et c'est un trait plus propre de l'écriture de Fletcher. Donc, un doute s'est institué avec l'idée que la pièce pouvait avoir au moins peut-être 2 auteurs, et qu'un de ces autres auteurs, à la fois pour ses raisons de stylistique, mais aussi parce qu'on sait qu'à la fin de sa vie, Shakespeare a collaboré avec Fletcher pour les 3 pièces, Cardenio, Perdu, The Two Noble Kinsmen, les 2 nobles cousins, publiés en 1634, et peut-être, du coup, aussi le Henri VIII. Il faut bien dire que la question est assez confuse et vous avez une sorte d'oscillation entre les critiques du XIXe siècle qui avaient une grande tendance à attribuer les 2 tiers de la pièce à Fletcher et la critique du XXe siècle qui a repris les critères de stylométrie et qui a repris des critères poétiques pour arriver à, selon les cas, des équilibres un peu différents. Avec la restauration d'un rôle plus important de Shakespeare, voire même peut-être majoritaire. La question reste ouverte, elle est intéressante du point de vue des conditions d'écriture des pièces dans l'Angleterre des XVIe, XVIIe siècles, c'est-à-dire, comme je l'ai dit auparavant, l'habitude de la collaboration extrêmement répandue. Elle pose la question de la nature d'une collaboration. Est-ce qu'un dramaturge écrit le plot, la structure de la pièce, et l'autre écrit les vers? Est-ce qu'ils se divisent les actes et les scènes? Elle pose aussi parfois la tension entre des arguments stylistiques qui sont plutôt subjectifs et d'autre part ces statistiques linguistiques qui visent à reconnaître la fréquence de tel ou tel mot ou la fréquence de tel ou tel graphie. Ou l'utilisation, cas célèbre, de l'auxiliaire do dans l'anglais ancien, puisque l'on peut utiliser, enfin, dans des négatives et des interrogatives, ne pas utiliser do, et dans des affirmatives et sans intention d'emphase particulière, utiliser do. Et ce pourcentage de formes que l'on va appeler irrégulières par rapport à l'anglais standardisé, où do est obligatoire dans les négatives et les interrogatives, et n'a qu'un sens très particulier si on l'utilise dans une affirmative. Les différences entre de pourcentage d'utilisation entre les auteurs peut aussi être une piste pour attribuer tel ou tel passage d'une œuvre à tel ou tel auteur. La question, comme l'a bien résumé, je crois, Gary Taylor, c'est le fait de dire que le point de vue importe entre ceux qui veulent repérer ce qui n'est pas de Shakespeare dans la pièce et ceux qui veulent repérer ce qui a été écrit par Fletcher. Et à partir de ce moment-là, on est devant une conclusion qui est celle parmi les derniers éditeurs de Shakespeare, Taylor, par exemple, Gary Taylor et Wells. Il écrit Shakespeare n'a pas certainement écrit l'entière pièce et au moins une part d'elle a été écrite par Fletcher. La question peut perdre de son importance si on change de point de vue, c'est-à-dire non plus un point de vue rétrospectif de l'auteur tel que le construit le XVIIIe et le XIXe siècle, donc auquel il faut attribuer des œuvres ou des fragments d'œuvres, mais si on rentre dans la logique de l'écriture dramatique des XVIe et XVIIe siècles, dans lequel la collaboration étant une donnée d'évidence,
une donnée fréquente. Je rappelle qu'entre 1590 et 1610, dans le journal de l'entrepreneur de théâtre Philippe Henslow, il paye des pièces de théâtre à ceux qui les ont écrites, et dans 2/3 des cas, il les paye à 2, 3, 4 ou 5 auteurs qui ont travaillé ensemble, ou bien qui ont révisé un texte déjà là, ou bien qui ont ajouté une continuation. Donc à partir de cette autre perspective, effectivement, il y aurait comme une contradiction à vouloir séparer ce que la pratique unissait. Et souvent, j'ai utilisé un exemple fait par Peter Stalybros sur le mot individual dans l'anglais du XVIIe siècle, qui peut renvoyer évidemment à la séparation, à la division, à la singularité, mais qui peut aussi avoir le sens, comme en français de individu, de renvoyer à l'union indissociable, par exemple, de individual trinity, ou bien du mariage comme individual marriage. C'est-à-dire, c'est tout le contraire, ce qui n'est pas divisible, ce qui n'est pas séparable. Donc, voilà pour le cas de la pièce anglaise. Si l'on passe à la schisma d'Inglaterra, le schisme d'Angleterre de Calderón de la Barca, pièce donc, je le disais, qui traite du même sujet, le schisme d'Angleterre, mais avec annoncé au titre une dimension, qui est la dimension de la rupture avec Rome, et la dimension schismatique, hérétique par rapport à l'orthodoxie romaine. On est devant une situation inverse, parce que d'un côté, l'attribution ne fait pas de doute. La pièce a été publiée dans la 8e parte, vous vous souvenez, pour tous les auteurs du siècle d'or, les publications, lorsqu'elles ne sont pas sous forme d'éditions séparées de Comedias Sueltas, est une édition qui rassemble 12 pièces, soit d'auteurs différents, soit du même auteur, sous le titre de parte. C'est le cas pour Lope, pour Calderón et pour tous les autres. Et la octava parte, la 8e partie, a été publiée en 1684 à Madrid, soit 3 ans après la mort de Calderón en 1681. Et sur la page de titre de cette édition, on a Octava parte de Comedias du célèbre poète espagnol Don Pedro Calderón de la Barca, qui était chevalier de l'ordre de Santiago. On retrouve un des ordres militaires qui nous avait occupé la fois dernière avec Fuenteovejuna. Il est chapelain d'honneur de Sa Majesté et des rois à Tolède, c'est-à-dire qu'il a fait une carrière sans être ecclésiastique d'église à partir de 1650, et que l'édition de la pièce ont été corregidas por su originales par Don Iván de Verataxis et Villarroel, c'est-à-dire des pièces qui n'ont pas été... La pièce n'avait jamais été publiée auparavant, et elle est donnée là avec au titre, comme dans le cas du folio shakespearien, l'idée que le texte est établi à partir de originales, des manuscrits originaux de Calderón. Ce qui est à la fois plausible parce que celui qui est l'éditeur au sens anglais, Don Iván de Verataxis, était un dramaturge ami de Calderón, et on pense que Calderón lui avait remis un certain nombre de ses manuscrits. En même temps, comme on l'a discuté quelquefois, le terme original renvoie souvent en espagnol à une copie d'un scribe. Et donc c'est un original qui ne l'est pas, puisque c'est non pas le manuscrit autographe, mais une copie faite au propre par un scribe. Il est dit sur la page de titre, Don Iván de Verataxis y Villarroel, su mayor amigo, son plus grand ami. Donc une pièce très tardivement publiée, 1684, mais attribuée sans doute aucun à Calderón de la Barca. Dans ce projet qui était, comme à la fin du siècle, Verataxis voulait publier 10 partes de pièces de Calderón, soit celles qui étaient restées manuscrites, comme c'est le cas de la Cisma de Inglaterra, soit celles qui avaient été déjà publiées. Et très malheureusement, il s'est arrêté à la 9e. Je dis malheureusement parce que la 10e parte devait comporter une pièce dont le titre était Don Quijote de la Mancha. Et donc, le Don Quijote de la Mancha de Calderón est perdu à jamais. C'est une bonne occasion pour écrire un livre aussi sur cette pièce perdue. Mais il y aurait moins de documents encore peut-être que pour le Cardenio perdu de Shakespeare.
L'incertitude porte sur la date. Et si vous lisez la critique sur la cisma d'Angleterre, vous apercevez qu'il y a une énorme variation des datations. Traditionnellement, elle était donnée comme postérieure à 1639 ou 1642 ou 1649, donc pièce de maturité de Calderón. Pour d'autres, une pièce, disons, d'une phase de construction de son rôle, surtout à la cour, 1633-36, jusqu'au moment où un document a été découvert qui, pour le 31 mars 1627, indique qu'une troupe de théâtre, celle de Andrés de la Vega, a été payée pour une représentation au palais royal, dans un palais du roi, qui est le palais du Pardo, d'une pièce intitulée La Cisma de Inglaterra, le schisme d'Angleterre. Et donc une datation infiniment plus précoce qui fait de la pièce une pièce encore de la jeunesse de Calderón, qui est née en 1600. Et qui a commencé à écrire pour le théâtre autour de 1620, au début des années 20. Le problème qui a été soulevé, est-ce que cette pièce représentée, dont on n'a que cette indication, est déjà la pièce de Calderón, ou est-ce que c'est une autre pièce d'un autre auteur sur le même sujet, avec le même titre, comme il advient quelquefois? La critique, qui dépasse mes compétences, mais la critique espagnole a plutôt conclu à l'idée de l'authenticité de la pièce de l'identité entre la pièce indiquée dans ce registre de contes et la pièce de Calderón de la Barca, publiée pourtant 40 ans ou 60 ans plus tard, dans la mesure où à la fois des critères de poétique, c'est-à-dire si on admet que la pièce est de Calderón, la date devient plus possible dans la mesure où cette pièce joue sur une variété de mètres. À l'inverse des pièces anglaises qui jouent sur des métriques, une métrique assez fixe, les pièces espagnoles peuvent utiliser, comme les poésies, de multiples formes poétiques. Et dans la deuxième partie de sa vie, après 1640 par exemple, Calderón n'utilise pratiquement que deux formes dans les pièces, les redondillas, c'est-à-dire des alternances de vers avec des rimes A, B, B, A, et la forme du romance, qui est d'ailleurs la forme classique d'une poésie traditionnelle, y compris orale, et qui est, elle, marquée simplement par des assonances et par l'utilisation de 8 syllabes dans le vers. Donc, si on admet qu'elle est de Calderón, la date précoce n'est pas impossible, puisque cette pièce joue sur une multiplicité de mètres. Et si on pense aussi au contexte politique, on voit que la pièce, alors de Calderón ou pas, pouvait avoir un sens particulier dans la mesure où, là encore, il y a une conjoncture courte qui est importante. En 1621 est mort Philippe III d'Espagne, donc son fils lui a succédé, Philippe IV. Et 2 ans après, en 1623, ce qui est discuté, la possibilité d'un mariage anglais, c'est-à-dire entre le prince de Galles et la fille de Philippe III. Il y a donc une visite du prince de Galles et du duc de Buckingham à Madrid en 1623, et cette visite donne lieu à toute une série de réjouissances à la cour, et aussi à l'écriture de pièces qui viennent plutôt qu'ici construire une vue positive des Anglais et de l'Angleterre. Et parmi ces pièces, il y en a une de Calderón, authentiquement attribuée, Amor, Honor y Poder, qui est une pièce de 1623. Donc une première contribution de Calderón au théâtre de cour, et là pour soutenir cette visite anglaise qui annonçait un mariage, qui n'a pas lieu. La rupture apparaît, l'échec du mariage qui ne se concrétise pas, étant lié évidemment à la différence entre un pays protestant et un pays catholique, la nécessité de demander une dispense au pape. Finalement, le fond d'hostilité, la guerre reprend.
Et la guerre est marquée en 1625 par un épisode célèbre qui est, pendant une certaine durée, la prise de Cadix par les Anglais. Donc du coup, l'atmosphère change de pro-anglais, elle devient plus traditionnellement anti-anglaise, et il y a une pièce comme le schisme d'Angleterre pouvait rappeler à la fois la situation, enfin, pouvait rappeler la situation contemporaine, à la fois par le fait que dans les deux cas, une dispense pontificale avait été nécessaire au mariage, mais que dans le premier cas, qui pouvait donc anticiper de manière très sombre sur ce qu'aurait dû être le mariage anglais de 1623, la situation s'était terminée par la répudiation de la reine Catherine et par l'annulation de son mariage et par la rupture avec Rome. On est donc là dans un moment 1625-1627 où la pièce prend du sens. Et comme on peut le penser, a peut-être un sens aussi encore plus directement lié avec la personne de Philippe IV, qui aurait pu ou bien suggérer ou bien apprécier particulièrement cette pièce, puisque le fondement pour Calderón, c'est un texte publié en 1588 par un jésuite, qui est le père Ribadeneira, et le livre publié en 1588 avait pour titre Historia Ecclesiastica del Cisma del Reino de Inglaterra, une histoire ecclésiastique du schisme du royaume d'Angleterre. Et c'était la description, la première partie de ce livre est consacrée à la rupture avec Rome, au mariage avec Anne Boleyn et à la répudiation de Catherine. Et la deuxième partie est consacrée à la restauration du catholicisme pendant le court règne 1553-1558 de Marie, la fille de Catherine. Et ce livre-là est un livre que Philippe IV cite comme une de ses lectures, ce qui nous renverrait d'ailleurs à une conférence qu'avait donnée ici Fernando Baúsa, qui a voué une étude monumentale à la bibliothèque du roi Philippe IV, telle qu'elle était conservée dans la Torre Alta de son château de Madrid, l'Alcázar. Et c'est une bibliothèque qui est nourrie de livres d'histoire, et d'ailleurs théorisée par Philippe IV comme étant ce qui sert à la formation du prince, la lecture de l'histoire. Et on trouve dans cette bibliothèque non seulement le livre de Ribadeneira, le père jésuite, mais aussi d'autres livres sur le schisme d'Angleterre. Il y a donc une congruence entre un roi qui veut régner en écoutant les leçons de l'histoire, un intérêt pour cette situation complexe des rapports entre Espagne et Angleterre, avec cette alternance de rupture et de guerre, et d'autre part de tentatives de conciliation, de paix et parfois d'union. Et puis le thème même du schisme d'Angleterre à l'intérieur d'une cour qui, avec Philippe IV, est particulièrement marqué par une sorte d'exaltation catholique. Et donc la pièce, en général, et de Calderón, si on admet qu'elle l'est, avec de bonnes raisons pour l'admettre, prend sens à l'intérieur de ce contexte. Alors, j'ai donc, dans cette première partie du cours, mis en place les deux textes. Dans la deuxième, c'est-à-dire on peut reprendre à 11h09, nous allons entrer à l'intérieur de ces deux pièces avec la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font de l'histoire, de leurs sources, Holinshed d'un côté, Ribadeneira de l'autre, et comment est-ce qu'elles s'approprient les différentes temporalités de ce qui est le rapport au passé. Donc on peut prendre une petite pause pour reprendre à 11h09.